Hello, hello, hello tout le monde. J'ai mal aux yeux. Salut, salut, salut. Ah, premier maman. J'espère que tu vas bien. Joe Papaye, Joe Patim, Marguerite. Salut, salut, salut tout le monde. Voilà, en gros, en large. Voilà. Ah, Manu, force à toi. On attend les retardataires, dit-il. Coucou, coucou, coucou tout le monde. Je vais juste me chercher une bouteille d'eau, je reviens. En attendant les autres. Je suis là. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Abdul, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ah, ça monte. J'espère que vous allez bien. Bon, visible, je ne connais pas tout le monde, je crois. J'essaie le J. Ouais, ça va. En tout cas, ça me fait plaisir de voir qu'il y a quelques personnes de connectées, donc c'est cool. Simon. Mouna. Désolé, hein, toutes les personnes que je connais pas, mais on fera plus ample connaissance. Enfin, en tout cas, vous apprendrez à me connaître, en l'occurrence. On va peut-être commencer. Tant pis pour les retardataires. Ah, ok, d'accord. Ah, Mouna, d'accord. Ouais, je vais d'abord commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Demba, je suis drépanocytaire SS. J'espère que du coup vous connaissez la maladie. La maladie s'appelle la drépanocytose, donc c'est une maladie du globule rouge qui est héréditaire et donc génétique. C'est une maladie dont j'ai hérité de mes deux parents. Mes parents étaient porteurs, ils étaient porteurs sains. C'est-à-dire que le gène malade, c'est le gène S. Donc ma mère était AS, mon père était AS. Et voilà, en fait, c'est la roulette russe. C'est soit vous êtes AA, vous n'avez pas la maladie, soit vous êtes AS, vous êtes juste porteur sain. Et soit vous êtes, comme moi, SS et vous êtes drépanocytaire. J'ai bientôt 37 ans. J'ai du côté de ma belle-mère, parce que mon père avait deux femmes, ils sont 7. Il y a l'aîné de la famille qui est malade, donc ils étaient deux drépanocytaires. Du côté de ma belle-mère et du côté de ma mère, même père, même mère. On était deux, mon petit frère, moi et mon petit frère qui est récemment décédé, perd son âme.
Donc voilà, deux de chaque mère différente, l'aîné de la famille. Et voilà, la première crise que j'ai faite, c'était à l'âge de 6 mois. C'est là qu'on a détecté que j'étais malade. Et ensuite, enchaînement de, enchaînement de crises, etc., etc. Donc, c'est des crises douloureuses, hein. Pour ceux qui la connaissent pas, en fait, le principal symptôme de cette maladie, c'est la douleur. C'est pour ça qu'on l'appelle la maladie de la douleur. En fait, c'est la première maladie génétique au monde et en France. Et c'est celle dont on entend peu parler, que la plupart des gens ne connaissent pas. Et même les personnels soignants n'en entendent même pas parler, alors que c'est la première maladie génétique en France. Après, le cliché qui est, c'est qu'en fait, c'est une maladie de noir. Alors, effectivement, la grande majorité, on est issu de l'Afrique ou de l'Afrique noire, subsaharienne ou caribéenne. Mais avec le métissage, et pour vous dire, il y en a même en Amérique du Nord, en Italie, bon, j'ai pas les statistiques, hein, mais il y en a énormément. Donc, pour vous dire, un blond aux yeux bleus, il peut avoir la drépanocytose. Euh, on s'est battu, la fédération des malades des drépanocytaires et thalassémiques s'est battue pour qu'on fasse des dépistages à la naissance à tous les enfants. Pas seulement ceux qui sont typés afro-africains ou caribéens. Et récemment, ça a été adopté pour faire ce dépistage en 2022. Donc, c'est quelque chose de rare. Et pour savoir si vous avez c'est quelque chose de nouveau, et pour savoir si vous avez ce gène, il vous suffit juste d'aller faire une prise de sang, vous faites une électrophorèse, ça s'appelle, et vous savez si vous êtes porteur sain ou pas, si vous êtes porteur de la maladie ou pas. En l'occurrence, moi, si j'ai des enfants, si j'ai une descendance, je sais que je vais transmettre mon gène à l'enfant. Donc, ce qu'il faut, c'est que je trouve une femme qui n'ait même pas le gène, en fait, qui soit AA. Comme ça, mon enfant sera porteur sain. Je vais pas trouver une femme qui soit AS si c'est pour avoir une chance sur deux que mon enfant soit AS. Et encore plus de trouver une femme qui soit AS pour avoir un enfant malade drépanocytaire. Donc voilà, quand on a vécu dans la maladie, dans la douleur, maintenant que nous, les enfants trentenaires, etc., on a ces informations-là, nos parents n'avaient pas cette information-là, donc on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas en vouloir à nos parents de ne pas avoir eu cette connaissance. Nous on l'a, donc c'est à nous d'éviter ça. Il suffit juste de faire une prise de sang et ça y est, c'est réglé. Il ne faut pas se dire, ça y est, moi j'ai jamais eu de symptômes, je suis pas touché par ça. Et puis en plus, vu qu'il y a du métissage, ça passe, donc c'est possible que vous ayez dans la famille des personnes qui soient atteintes de la maladie. Donc voilà pour la parenthèse sur la drépanocytose, maladie de la douleur. Il paraît que c'est encore 10 fois pire, ou je sais plus combien de fois pire qu'un accouchement. Donc c'est surtout au niveau des os. En fait, les globules rouges, au lieu d'être ronds, ils sont en forme de fossiles. Donc en fait, la circulation du sang, elle se fait mal, elle ne s'effectue pas. Et quand il y a un facteur qui est déclenchant comme le stress, genre là, le stress du live et tout, la pression, je palpite, le cœur, bim, crise. Voilà, mauvaise oxygénation des globules. Et puis la crise vient. Mais là, c'est surtout aussi en l'occurrence le froid. Donc le froid, le stress, l'anxiété, déshydratation. C'est pour ça qu'on a toujours des bouteilles d'eau à portée de main. Voilà, pas un drépano sans bouteille en général. Donc voilà, stress, froid, déshydratation, l'altitude, la montagne. Donc voilà, tous ces facteurs qui peuvent déclencher la maladie. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ça. Maintenant, pourquoi j'emmerde la drépa et comment ça m'est venu? En fait, en 2018, j'allais à New York. Rêve de gosse, rêve que j'avais depuis que j'étais petit. Et comme tous les drépanocytaires, vous savez, la maladie, elle nous a tellement bouffé de moments avec nos familles. En fait, ils sont incalculables.
On a loupé les anniversaires, on a loupé des mariages, on a loupé des fêtes, on a loupé des naissances. Chaque événement, on les loupe. On a loupé des vacances, on a loupé ceci, on a loupé cela. Et en fait, ce rêve-là, c'est quelque chose que je l'ai fait en 2018. Enfin, j'ai été à New York en 2018. Et c'est un truc que j'avais depuis que je suis petit. À l'époque, je regardais les séries Gossip Girl, tous ces trucs-là. Toutes ces villes-là où ça se passait à New York, une était spéciale, nanani, toutes les séries américaines. Donc je voyais les grandes tours, les gratte-ciel, les buildings. Je me disais, j'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas. Et c'est quelque chose que j'avais en tête. Mais la vie a fait que, en fait, de 2004 à 2018, pour être honnête, il n'y a pas une année où j'ai pas fait de crise. Il n'y a pas une année où je me suis pas retrouvé à l'hôpital. C'est-à-dire que 2004, 2005, 6, 7, 8, vas-y, jusqu'à 2018, pas un mois, pas une année où j'ai pas fini à l'hôpital. Donc c'est-à-dire que ce rêve-là était compliqué à atteindre. Il était compliqué parce qu'il y avait toujours des hospitalisations, de la réanimation, des ceci et des cela. Et je dis, mais c'est pas possible. Et à l'époque, j'étais marié. Donc avec ma femme, avec mon ex, on était à New York. Et avant ça, je dis, mais en fait, quand je vais aller là-bas, je parlais jamais de la maladie. Hein. En fait, il n'y a que mes amis proches qui étaient là, qui savaient que j'étais malade. Je me cachais pas, mais ouais, je ne l'exposais pas non plus. C'était pas ma carte d'identité. Ouais, je voulais pas qu'on me voit comme Demba, le petit drépano, le petit fragile, à qui il faut faire attention. Quand je faisais une crise et que j'étais à l'hôpital, il n'y avait que mon cercle privé restreint qui était au courant de la maladie. Je n'aimais pas. C'était la pudeur. On a été élevés dans la pudeur, on ne déclare pas les émotions, on ne dit rien. Donc voilà, j'avais pas honte de ma maladie, mais c'est pas quelque chose que j'affichais. Ouais. Et là, je me suis dit, faut que je marque le coup. Je vais être à New York, faut que, vas-y, fais du bruit, sois provocateur, vas-y, annonce au monde que t'es DREPA et faut que, ça y est, c'est fini 2018, faut que les gens sachent que la DREPA, c'est une maladie, génétique, c'est la première maladie génétique en France et faut en parler. Je me suis dit, mais comment j'avais pas Instagram à l'époque. Hein. Ouais, à l'époque, il y a 4 ans, j'avais juste Facebook et encore, je postais rien. Et je n'étais pas bénévole dans les associations. Et je me suis dit, mais en fait, cette maladie, toute ma vie, elle m'a emmerdé. J'ai dit, ouais, toute ma vie, elle m'a emmerdé. J'ai dit, vas-y, bah, à mon tour, j'emmerde la DREPA. Et c'est comme ça. Comme à l'époque, je savais qu'il y avait juste les hashtags là qui existaient, j'ai dit, vas-y, hashtag j'emmerde la DREPA. La DREPA nous cite. Voilà. Je l'ai écrit en anglais. Bon, la version non censurée. Je vous avoue que la version non censurée, aïe aïe aïe. C'est vrai que, pour vous dire la vérité, j'ai archi pas pensé aux conséquences, les nanani, c'est une insulte. Je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai été là-bas, à New York. J'arrive, Times Square, gratte-ciel, bah, je dis, je suis à Times Square. Je dis, ça c'est un rêve de gosse. Je dis, j'y ai, la maladie, celle-là, je t'ai emmerdé. Voilà, je dis, ça, tu me l'as pas volé. Ça, c'est mon dream. Je l'ai rêvé, je l'ai réalisé. Tu m'as mis des barrières dans les routes. Tu m'as mis dedans. J'ai traversé des déserts, j'ai traversé l'enfer. Mais j'ai dit, mais ça c'est quelque chose, ça y est, c'est gravé, c'est fini, tu me l'as pas volé. Je suis à Times Square. Et en fait, généralement, quand je suis en vacances, je fais pas de crise. Pourquoi? Parce que je suis détendu. Et là, quand t'as réalisé ton rêve, t'as à l'instant T, mais t'as les yeux qui pétillent. J'y étais en septembre, donc j'étais là, j'ai dit, Times Square, grosse photo, bah, j'en regarderai pas. J'ai dit, je suis provocateur et tout. Et je la mets en mode. Donc j'ai fait des photos en fait dans tous les monuments, tous les endroits importants de New York. Et je me suis dit, vas-y, j'ai arrêté d'être spectateur de ma vie en fait. J'ai dit maintenant, si on veut qu'on parle de la maladie, si on veut que cette maladie soit connue, il faut déjà que nous-mêmes, drépanocytaires, il faut qu'on arrête de se cacher. Il faut qu'on arrête de se cacher et il faut qu'on parle de la maladie. Il ne faut plus en avoir honte, il ne faut plus faire des dénis. Si moi je suis drépanocytaire, si moi je ne bouge pas, s'il y a plein de choses, si les gens ne sont pas au courant, comment ou qui va parler à ma place? Vous voyez, pendant 34, 32 ans, bref, j'ai été spectateur de ma vie. La DREPA, elle était là, elle a joué le rôle, elle a fait le taf. J'ai rien vu de ma vie, j'ai rien fait, quasiment rien fait, j'ai rien produit. J'ai dit non. J'ai là à partir. C'est comme une deuxième naissance. Je suis né ce jour-là à New York, je suis né le 10 septembre 2018. Une nouvelle naissance.
comme le phénix, meurt et renaît de ses cendres. J'ai dit, j'ai ça, maintenant, vas-y, j'y suis, qu'est-ce que je fais? Je prends ma GoPro, je me filme, je fais une vidéo, je dis voilà, je suis drépanocytaire, SS, je suis à New York, je réalise mon rêve. Et à tous les drépanocytaires, si vous avez des rêves, quel que soit le rêve que vous ayez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez dans votre solitude, dans votre souffrance, que vous soyez chez vous en pleine crise, je dis le rêve que vous avez, que tu as à l'instant, le lâche pas. Garde-le en objectif, vise-le et reste focus sur ça. Parce que la maladie, elle a tellement de tentacules, elle a tellement de vis, elle est tellement sournoise que vas-y, tu t'apprécies pas la vie. On va pas se mentir, la vie drépanocytaire, on l'aime pas, on l'apprécie pas, on déteste. Moi personnellement, je déteste ma vie, je la déteste. Mais c'est la vie que j'ai, je l'amène. Bien sûr, on sourit, on rit, on pleure, mais je la déteste. Faut pas me dire, drépanocytaire, tu kiffes ta vie, c'est pas possible. En tout cas, moi perso, je la kiffe pas. Bref. Et je dis, vas-y, je suis drépanocytaire, je l'affiche, maintenant parler de la maladie. Après, le seul inconvénient, entre guillemets, c'est que je parlais pas anglais. Et j'aurais aimé aller au contact des gens en disant, c'est que seul disease, voilà, c'est drépanocytose, vous connaissez, nanana. Non. Mais c'est pas grave, j'ai avec la pancarte, les gens, ils étaient là, ils étaient choqués. Surtout en mode anglais, ils s'interpellaient, ils regardaient. C'est comme ça, drépanocytose, hashtag, tac. Et je balance la vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai dit, vas-y, ça y est, c'est fini maintenant, je suis acteur de ma vie, fini, je la laisse plus me bouffer. Je la laisse plus me bouffer, je suis acteur de ma vie, je l'emmerde, clairement. Donc je dis, et ce message-là que j'ai, ce message, c'est pour ça que j'ai toujours, ceci est un message d'espoir en temps de crise. C'est-à-dire que même dans ta crise, même dans le plus dur, quand tu es en souffrance, garde ça en tête. Tu vois, garde ton rêve. Tu as ceci, tu veux faire ceci, garde-le en tête. C'est pas que tu n'y arriveras pas. C'est quand ça ira mieux, tu feras. Tu vois, garde-le. Mais focus sur ton objectif. Tu vois, elle t'emmerde à l'instant T, mais demain, vas-y, c'est toi qui auras le passé. Demain, c'est toi qui vas l'emmerder. Et c'est ce que je me suis dit. Voilà, aujourd'hui, ça ne me l'a pas volé. Vous voyez? Donc, vas-y. Je fais la vidéo, je la balance sur les réseaux. Je calcule pas. Je vois 50 vues en une heure, 200 vues. Je vois ça fait des partages à droite, à gauche. Et ça va en Inde, ça atterrit en Inde. Pour vous dire, en Inde, les gens ils ont vu la vidéo. Et je reçois des partages des nannies. Je dis, ah ouais, quand même, voilà. Si je mets pas j'emmerde, je mets. Parce qu'on m'a fait la réflexion, pourquoi tu mets j'emmerde, c'est une insulte, c'est un gros mot, c'est ceci, c'est cela. Par rapport à la religion, je suis musulman. Mais en fait, il y a un. On dit toujours, Dieu nous donne. Il donne un fardeau, mais qu'il ne peut pas donner à autrui. C'est une charge qu'il ne peut pas donner à autrui. Donc, quand je dis j'emmerde, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec la religion ni avec Pierre Paul. C'est juste, en fait, c'est la maladie. C'est, en fait, ça y est, c'est. Faut rien voir d'autre qu'en fait, c'est un pied de nez à la vie. En fait, c'est vas-y, j'emmerde l'épreuve que je traverse. Au même titre que celui qui est diabétique, que celui qui traverse une épreuve, faut qu'il la surmonte. C'est-à-dire, t'es dans tout, t'es tombé, relève-toi. C'est pour ça que j'ai toujours tombé, relève-toi. Tombé, relève-toi. T'es tombé, vas-y. Lève-toi et demain tu réalises toi-même. Ouais. Si je mets j'embête la drépanocytose, qui va me regarder? Vous ne serez même pas là en train de me regarder, je ne serai même pas en train de faire des vidéos. Jean Kiki, la drépano, mais ça c'est. Voilà, ou je sais pas, j'emmerde. Tac, ça m'est venu, je l'ai balancé. Pour moi, ça y est, c'était fini. Ça fonctionne. Et donc je fais. Et vu que je suis acteur, maintenant je dis, vas-y, à chaque endroit, je vais faire une vidéo à pont de Brooklyn, Statue de la Liberté. Donc je suis avec ma pancarte toujours à l'endroit, à l'envers. Je suis avec ma pancarte et je mets saison 1. Saison 1, je suis à New York. Épisode 1, je suis à Times Square. Épisode 2, je suis à Brooklyn et je mets des commentaires comme je mets des textes, j'écris toujours en mode on garde la pêche. Et ça fonctionne. Les vacances se passent. Et je me dis, maintenant à mon retour, qu'est-ce que je fais? Ça y est, maintenant j'ai fait ça. J'ai dit, maintenant il faut être acteur, faut se bouger. Donc j'ai intégré une association SOS Golby 94. Et là, moi en fait, ce que j'aime bien, c'est parler avec les plus jeunes drépanocytaires. Parce qu'en fait, ils sont pas comme nous, à notre âge, on a nos vécus, on a notre expérience, on a notre passé, on a vécu la vie, on est un peu têtu. Donc je vais parler avec les plus jeunes parce que les plus jeunes, on peut leur parler. Et puis, j'étais au service où j'étais petit en pédiatrie. Après, je leur dis, voilà, en fait, ils peuvent avoir l'image d'un grand frère. Ouais, ils ont 10 ans, eux, ils sont dans la crise, ils sont malades et ils n'ont pas de repères.
J'ai dit, moi, même si j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait ceci, mais voilà, moi, du haut de mes 30 ans, regardez, vous voyez, vous pouvez avoir un espoir. La maladie, elle est là, mais c'est pas la maladie qui vous empêchera de vivre et qui vous empêchera de faire des projets et de les réaliser. Ouais, donc on faisait des ateliers d'éducation thérapeutique. En fait, c'est apprendre à prendre ses médicaments, etc., etc., etc. Ou parler de diverses choses et variées. Donc voilà, quand on avait besoin de moi, j'y allais, je discutais avec les plus jeunes. Et je pense que ça leur faisait du bien d'avoir ce repère-là et se dire, ouais, en fait, dans 10 ans, je peux être quelqu'un. Je ne serai pas que drépanocytaire. Donc c'est de là c'est devenu où je me suis mis en mode bénévolat. Et pareil, j'ai commencé à faire des vidéos où je faisais des échanges transfusionnels. C'est-à-dire que j'allais dans un service, on mettait un cathéter, une grosse perfusion, on me retirait du sang, parce que mon sang, bien évidemment, il est pas bon, c'est pour ça qu'on me fait une saignée, et on me transfuse. Donc c'est pour ça que je faisais pas mal de sensibilisation et que je continue à faire de la sensibilisation ou don de sang. On me donnait l'équivalent de 7 poches de sang. C'est pour ça que les donneurs, on compte sur vous et qu'on a besoin de vous, parce que sans transfusion, d'une part, c'est un des traitements de la maladie qui nous évite de faire des crises. Et je faisais des vidéos, j'expliquais qu'aller donner son sang, c'est important. Et un jour, je me suis dit, mais c'est bien, mais si j'allais voir à quoi ressemblaient les donneurs. Et en fait, je connaissais des amis qui étaient bénévoles à l'association Humanité. Et je savais qu'en fait, ils faisaient des sessions de don de sang. Et je me suis dit, un jour, je vais aller les voir, je vais aller les rencontrer, je vais discuter. Et comme ça, eux vont voir. Parce qu'une fois qu'ils donnent leur sang, ils ne savent pas ce qui se passe. Et nous, on ne sait pas ce qui s'est passé en amont. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire le lien. Ils vont voir à quoi servait leur sang. Et moi, je vais voir qui a donné potentiellement. Et en fait, quand je les ai rencontrés, j'étais stupéfait parce qu'en fait, j'ai vu, en fait, il y avait tout. Des jeunes, des moins jeunes, des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, des ceci, des... Et là, je me suis rendu compte, je dis, en fait, la maladie, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de frontière, elle n'a pas de religion. C'est-à-dire que tout le monde peut donner, tout le monde donne. Et ce Français qui, ça se trouve, vote extrême droite, etc., lui, il va quand même donner son sang. Il va le donner et c'est moi qui va l'avoir. Alors que, vous voyez, on n'a pas les mêmes convictions politiques, religieuses, etc., etc. En fait, c'est un truc de ouf. Et donc, j'ai fait de la promotion avec eux, on a fait une vidéo. Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré le pôle santé de cette association, Humanité, avec un U d'ailleurs. Et on aura une prochaine session de don du sang d'ailleurs à ceux qui ne sont pas drépanocytaires et qui peuvent aller donner le 19 mars. Donc voilà en gros pourquoi, d'où est venu Jean-Merle la Drépa et pourquoi je suis rentré dans le bénévolat. Je me suis dit en fait c'est à nous drépanocytaires d'être acteurs. Si on veut que la maladie elle soit visible, elle soit entendue, c'est à nous de faire les choses, personne ne les fera à notre place. Et ça c'est catégorique. Et surtout qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mecs qui parlent. C'est souvent les femmes, souvent les filles, et c'est bien que nous, les mecs, on prenne la parole parce que déjà, on vit pas les mêmes choses. Et on n'a pas forcément... Et où il y a aussi d'autres complications que nous, on a, qu'elles n'ont pas. Donc voilà, nous, on peut avoir les priapismes, c'est des érections douloureuses que les femmes n'ont pas, enfin, etc. Et inversement. Donc il y a des sujets qu'il faut que nous, on aborde, qu'elles ne peuvent pas aborder, et que nous, on ne peut pas aborder non plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais faire de la sensibilisation. Et voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je me dis, si moi, mon expérience, elle peut servir à une personne, ce sera déjà cette personne-là qui aura réussi et j'aurai tout gagné. Donc voilà. Voilà pourquoi Jean-Merle la Drépa. Ensuite, ce qui s'est passé, donc je faisais toujours pas mal de prises, j'étais dans le bénévolat. Et en 2020, en 2020, Covid, tout le monde se rappelle, etc. Je suis dans une association de course des héros. C'est là où j'ai fait la course des héros pour SOS Globy où il fallait récolter des fonds et il fallait courir. À l'époque, je courais même pas. Je courais même pas d'ailleurs. Et je m'étais inscrit pour le 6 km. J'ai commencé à m'entraîner.
je suis passé, j'ai commencé, je faisais, la première fois que j'ai été courir, j'ai fait 320 mètres. Et j'ai été nulle part. Nulle part, 320 mètres. Quand j'y repense, mais j'étais catastrophique. Et en fait, je dis, mais en fait, j'y arriverai pas. J'y arrive pas. Et j'avais été acheter ma paire de chaussures et la vendeuse, elle m'avait dit, ouais, c'est pour quel type de course? J'ai dit, ouais, course classique, très rare, enfin, coureur irrégulier. Elle me dit, ouais, un jour vous courez le 10 km. Je dis, mais jamais de la vie je courais 10 km, c'est impossible, etc. Et ça, en fait, c'est des barres qu'on se met nous-mêmes dans la tête. Le temps se passe. Février, je commence à courir. Je m'entraîne. Et là, non, c'est 2019, je dis des bêtises, 2019, pardon. Février, je commence à courir. Et là, mars 2019, je perds mon père. Voilà, c'est arrivé soudainement. Je suis mort avec lui ce jour-là. Là, c'était mon pilier. Il est venu me voir 2 fois par jour à l'hôpital. Père, son âme, il venait me voir 2 fois par jour à l'hôpital. Il était là tous les jours. Il m'accompagne. On dit toujours que les papas des drépanocytaires, ils sont jamais là. Ils sont très peu là, très peu présents. En tout cas, le mien, vu que mes parents ont été divorcés, que c'était chez mon père que j'ai vécu, c'est lui qui m'emmenait à mes rendez-vous médicaux au marché. Quand j'étais en crise, il me portait sur son dos, il m'emmenait de la maison à l'interco. Et je lui dis, il y avait une trotte. Hein. Et il y avait une sacrée trotte. Donc ce qu'il a fait pour moi, je dis, non, mais c'est mon pilier. Il est là depuis catastrophe. 19 mars, je dis, punaise, c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Et quand on perd un proche, franchement, il n'y a pas pire épreuve. Il n'y a pas pire épreuve que perdre ses parents. Mais je reste focus, je dis, voilà, c'est la vie, nous on a la foi, on sait qu'il est. Et là, oui, on lui souhaite le pareil. Donc, dépression, nanana, je me mets à courir. Et c'est ma source de motivation. Et je me dis, mais chaque pas que je vais faire, c'est pour lui. Chaque pas que je vais faire, c'est pour lui. Et j'ai commencé comme ça, 320 mètres, 600 mètres, etc., etc., etc. Et j'ai fait 1 km, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait... La course des héros, j'ai fait 6 km, je me suis même inscrit pour le 10 km. Un jour, je vois un mec, un article sur un journal, un infirmier, il a couru sur un rond-point, le semi-marathon ou le marathon, je sais plus. Je dis, ah ouais, quand même, pour parler du fait que dans le personnel espagnol, ils étaient en difficulté. J'ai dit, moi, je me fixe un objectif, je vais courir le semi-marathon 2020 l'année prochaine. Je m'étais fixé ça, 21 km. J'ai dit, je ne sais pas si je suis le premier ou le dernier. Je ne voudrais pas nous citer à courir 21 km, hein, les amis. Je me suis dit, je vais faire ça. Et j'y allais. Et je faisais 1 km. Et je me dis, mais en fait, il faut 2 choses dans la vie. Pour réussir un objectif, peu importe lequel. Motivation et détermination. Pourquoi tu le fais? Et qu'est-ce qui fait que tu vas y arriver? Moi, c'est pour l'envie de me surpasser. Pourquoi? Ma motivation et ma détermination, c'était mon père. Personne. Je me suis dit, c'est pour lui. Chaque pas que je fais. Voilà, c'était ça. Vous voyez, et j'ai pas lâché. Un pas, 2 pas, 3 pas, 20 km. 2020, année Covid. Je devais courir 1er mars 2020. La veille, je vais chercher mon équipement, etc. Je vais chercher mon équipement, chaussures, je suis prêt à aller semi-marathon de Paris. Tac, tac. En plus, c'était pendant une session don du sang. Qu'est-ce qu'on apprend? Semi-marathon annulé. Je cours ou je cours pas? J'y vais quand même. Donc avec mes amis, mon meilleur ami et 2-3 amis, on va courir, on fait le semi-marathon, mais là où on est sur Créteil. Et on commence à courir. À l'heure où on devait partir, l'heure du départ, c'était 10h40, je crois, de mémoire. 10h40, on est dans les starting blocks ce jour-là. On part de chez moi, on arrive à Pont de Saint-Maur, on arrive à l'hôpital intercommunal de Créteil. Et là, je vois en fait, on est en train de faire le parcours de mon enfance un peu. Donc, intercommunal de Créteil. On arrive à l'hôpital Henri Montant. Je dis, mais en fait, ça, c'est des lieux où moi j'ai vécu, c'est les lieux de mon enfance. Donc, au début, je me rendais pas compte. Puis après, on a fait le circuit en fonction de là où moi j'avais vécu ou ce qui m'était arrivé. Donc, le collège où j'avais grandi, où j'avais été, etc., les hôpitaux. Et on arrive au lac de Créteil, trempé, il pleuvait, 21 km 100. Le semi-marathon de Demba était réalisé. J'ai dit, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose, la maladie me l'a pris. Oui, j'en m'en avais pas.
tu m'as poussé, je t'ai repoussé dans mes retranchements, je me suis dépassé. Et en fait, au moment où j'ai fait du sport, bizarrement, c'est là où j'ai commencé à me sentir mieux parce que j'ai appris à mon corps à souffrir autrement que par la maladie. Parce que j'avais souvent des douleurs liées aux crises ou douleurs associées au cela. Là, le fait d'avoir couru, le fait de m'être oxygéné, mon corps il a appris à se battre contre lui-même. Oui, et en fait, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ou faire certaines actions quand déjà on ne maîtrise même pas son propre corps. C'est compliqué. La vie d'un drépanocytaire est compliquée. Comment dire je vais faire ceci, ça, alors que dans 5 minutes, tu ne sais même pas si tu vas pas faire une crise, si tu vas pas avoir un mal au dos. Comment contrôler sa vie si déjà on ne contrôle pas son propre corps? Franchement, c'est compliqué. Donc voilà, on fait le semi-marathon. Avril, je fais une crise, je suis à l'hôpital encore pour la énième fois. Les choses se passent comme d'hab. Ensuite, on arrive au mois de juin 2020. Et là, je vous explique pourquoi je suis parti. Ça commence de là. Pourquoi je suis parti. Mon médecin, pour ceux qui la connaissent, docteur Albi, j'étais à l'hôpital. Elle vient dans... En fait, on peut pas... De la drépanocytose, en général, on ne peut pas guérir. On peut si on se fait greffer, c'est-à-dire qu'on se fait greffer de la moelle osseuse d'un donneur compatible au niveau sanguin, c'est-à-dire même père, même mère. Généralement, à l'époque, c'était un frère ou une sœur, compatibilité 100% au niveau génétique. Mon demi-frère, lui, le deuxième de la famille, du côté de ma belle-mère, lui s'est fait greffer par sa sœur, ils étaient compatibles même père, même mère. Donc lui, il s'est fait greffer, c'était l'un des premiers, il s'est fait greffer en 2000. Et aussi, pareil, il avait vécu des grosses douleurs, des gros épisodes. Et à l'époque, il avait été à l'hôpital, je ne sais plus, la Salpêtrière, je crois. Et il s'est fait greffer. Depuis là, il est porteur sain. Ouais. Donc en 20 ans, les choses, elles n'ont pas évolué. Bon, franchement, il faut dire comme il y a pas mal de choses qui sont sorties entre-temps. Hein. Ils ont évolué au niveau de la médecine. Et là, on peut maintenant faire ce qu'on appelle une greffe haploïdentique, c'est-à-dire que vous avez un donneur qui est pas à 100% compatible. Et donc ça peut être un frère, une soeur ou un cousin. Étant donné que nous on est 5, sur les 5, ben, il y en a 2 qui ne se pas et les 3 on était incompatibilité. J'avais pas de compatibilité avec mes frères et sœurs. Et là il y a une nouvelle technique qui est sortie, c'est la thérapie génique, c'est-à-dire il y a plusieurs thérapies géniques. Hein. Et là, il y a plusieurs laboratoires qui sont dans la recherche. La thérapie génique, dans mon cas, en fait, on me l'a proposé. Voilà pourquoi je vous parle de la thérapie génique, c'est qu'on m'a proposé ça. Et dans mon cas, c'était en fait, ils ont pris mes cellules souches, modifié le gène pour qu'en fait je produise de l'hémoglobine fétale. Il faut savoir que quand on est dans le fœtus de notre mère, on produit de l'hémoglobine fétale quand on est dans le ventre. Une fois qu'on naît, on produit de l'hémoglobine, donc l'hémoglobine fétale, hémoglobine F. Quand on naît, on produit de l'hémoglobine A. Sauf nous, drépanocytaires, on produit de l'hémoglobine S. J'espère que jusque-là vous suivez, parce que A, S, F, et encore je raccourcis. Donc voilà, là l'idée en fait c'était de dire d'insérer un vecteur qui dit tu vas produire de l'hémoglobine fétale, c'est-à-dire l'hémoglobine comme si j'étais dans le ventre de ma mère. On me propose ça enfin le docteur Bibi me dit ça en juin. Elle me dit monsieur Baradji, faut que je vous parle. Moi je commence à me dire, je suis dans mon lit allongé, midi et demi. Elle me dit faut que je vous parle. Je vois qu'est-ce que j'ai encore fait moi. Elle me dit voilà, on a pensé à vous pour la thérapie génique, vous allez être contacté. Je dis ouais, thérapie génique et tout. Là, on me sort ça. Espoir de guérison. Bah. Là, je suis comme un ouf. Espoir, je reviens pas au début. Donc c'était pas du sûr encore. Hein. Il n'y avait rien de sûr. Elle me dit ça. Elle me dit vous allez être contacté, etc. par le docteur qui s'occupe de ça. Elle me dit en fait, à l'hôpital Henri Mondor, faut savoir que j'ai été le premier patient à qui on a proposé et qui a réalisé ça. Donc c'était quand même un truc de ouf.
Ouais, il y a ce sentiment de fierté aussi. Ah, punaise, j'ai quand même premier patient, drépanocytaire, à Henri Mondor à faire ça. Et c'est une thérapie génique, c'est quelque chose qu'il mettait en place. Il prenait 3 ou 4 patients par an, un tous les 3 mois. Et il y a de l'espoir dans la thérapie génique. Hein. Celle que j'ai faite, il y a eu 5 donneurs avant moi, 5 personnes qui ont été greffées, et ça s'était bien passé. Il y avait des résultats à 5 ans. 5 ans avant, il s'était fait greffer, et le dernier, il venait juste de se faire greffer. Je suis rentré 3 mois avant lui. Il est rentré, 3 mois avant moi, ou un peu plus d'ailleurs. Et on m'a mis en contact avec lui. Donc on me parle de ça. On me parle de ça. Et je dis, waouh. Mais c'est encore. C'est pas du sûr. C'est un dossier, on propose ma candidature, entre guillemets. En fait, il y avait une limite d'âge. Moi, j'avais 34 ans. On m'a dit, en fait, vu que vous approchez de vos 35 ans, on va vous le proposer. Parce que la limite, c'était 35 ans. Et c'était surtout au vu de mon parcours drépanocytaire, beaucoup de crises, etc. etc. C'était pas un cadeau qu'on m'a fait. Hein. Mais moi, quand on m'a dit ça, en fait, au début, je l'ai vu comme. Je me suis dit, ouais, en fait, je vois la place d'un drépanocytaire, d'un jeune drépanocytaire qui, lui, pourrait faire. Lui, il a toute la vie devant soi et on pourrait lui proposer. Donc, au début, j'en ai vraiment pas parlé, j'ai gardé ça pour moi. Parce que c'était pas du sûr. Il faut savoir qu'en fait, quand on vous propose ça, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Des critères, en fait, que vous devez remplir. Faut que vos organes soient bien. J'ai fait une série de batteries, mais vous n'avez même pas aidé. On a vérifié la tête, le cœur, le foie, les poumons, les reins. Tout, on a tout testé. On a tout testé. On a tout vérifié. On a tout vérifié sur toute l'année. Et j'en parle pas. Au début, j'en parle pas. Je dis rien. Tant que c'est pas fait, tant que j'ai rien signé, même à ma famille, j'en ai pas parlé. J'en avais juste parlé à Yolande, là, d'ailleurs, qui est là. Et je lui ai demandé, ouais, qu'est-ce que tu sais sur la thérapie génique? Donc, elle me répond, etc. Je n'en connaissais pas un rayon. Donc voilà, motif de guérison. Et là, je commence à me dire, ah ouais, on propose une nouvelle vie. Je dis, c'est un truc de ouf. Mais par contre, il y a, on me dit, par contre, vous pouvez être stérile, définitivement. Ah, ok. Là, quand même, c'est chaud. Si je réfléchis, quand je suis dans les bureaux avec les personnes et tout, je dis, ah, quand même. Déjà, il faut savoir que la thérapie génique, quand on me l'a proposé, on m'a dit, ouais, guérison, mais on m'a dit, il y a une possibilité que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que la greffe ne prenne pas. Mais on peut pas se dire, ouais, il y a une chance que ça marche pas, et se dire, en fait, ça va pas marcher. C'est pas possible. Quand vous y allez, souvent vous y allez en mode, ça va marcher. Vous pouvez pas, sinon, si vous y allez reculant, il faut pas y aller, sinon c'est mort, c'est pas la peine. Donc en fait, quand on vous dit espoir de guérison, déjà, il n'y a que guérir dans la tête. Guérir une nouvelle vie. Ah, je peux aller faire ci. Ah, je peux être un mec normal. Ah, je peux voyager, il n'y a pas de problème d'altitude. Ah, je peux ne pas boire. Ah, je peux ne pas faire. Ah, est-ce que je pourrais aller courir dehors en short torse nu, là. Il me dit, monsieur Bardi, il n'y a personne qui fait ça. Je dis, ouais, mais moi, je vais le faire. Il me dit, les gens, ils sont enrhumés quand tu cours comme ça en short torse nu. Je dis, c'est pas grave, moi, je veux. Voilà, tous les trucs. Est-ce que je pourrais sauter en parachute? Tous les rêves, tout ce que j'avais dans la tête, que je me suis dit, étant gamin, je pourrais jamais faire. Voilà, là, c'était nos limites. Et je commence à m'enflammer. Ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, nanani, nanana. J'étais à fond dedans. Et on me dit, il y a peut-être 20% de chance, je ne sais plus les pourcentages, mais je crois que c'est 20% de chance. Donc une chance sur 5 pour que ça ne marche pas. D'accord, mais ça, vas-y, on met ça de côté, on reste focus sur les 80%. Et la stérilité. La stérilité, en fait, moi je prends un traitement, on prend un traitement qui c'est l'hydréa ou cyclose. Ce traitement-là, il vous rend stérile le temps que vous preniez le traitement. Le jour où vous voulez fonder votre famille, vous arrêtez ce traitement-là, vous refaites des saignées, vous refaites des échanges. Et après, vous pouvez faire votre famille et vous reprenez le traitement. C'est pour ça que vous faites une préservation de vos spermatozoïdes. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai fait à l'âge de 15 ans. Donc c'était congelé. Mais quand même, se dire, ah, il y a un risque d'être stérile, à l'âge que j'ai, c'est compliqué. Je dis,
Ouais, franchement, c'est pour ça qu'en fait, vous avez un suivi psychologique hein, quand on vous propose ce genre de choses. Il y a un suivi psychologique. Il y a un suivi psychologique qui se fait. Euh, Vous voyez, la psy, je l'ai vue toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et là, je dis, putain, déjà, s'il faut que je trouve une femme qui soit AA, il faut que je trouve une femme qui accepte la drépanocytose, il faut que je trouve une femme qui accepte que potentiellement, si on doit avoir des enfants, peut-être qu'il va falloir passer par les FIV, etc. Je dis, oh, je dis, mais vas-y. Je dis, Badem, si Dieu t'a mis ça là, à l'instant T là, c'est pas pour rien. C'est dire, ça y est, ton heure, toi, t'as fait ce que t'avais à faire au niveau de la drépano, va, fonce dans le train. J'ai le train, il est là, c'est soit il s'arrête, tu le prends, soit il s'arrête et tu le laisses passer. C'était ça. Je peux pas le laisser passer. Je dis, mon père, je pensais à mon père, franchement, je pensais même pas à moi, je dis, en fait, je pensais à mon père personnel, je dis, mais si tout ce qui m'a vu, la souffrance dans laquelle il m'a vu, les rabis, mais s'il avait été là, on savait qu'on me proposait ça. Il m'a dit, fonce, vas-y. Je dis, rien pour ça, je peux pas refuser. Je peux pas, je dis, vas-y, on se lance, vas-y, si je suis stérile, c'est pas grave, ça envoie la chandelle, guérison, hey, new life, blablabla. 1er août, 1er août, là je bois l'eau parce que ce sujet-là il va être chaud. 1er août 2020. Oui, je laisse le live Insta. 1er août 2020. Encore une crise, je suis à l'hôpital réanimation. Et là, je fais 30 jours à l'hôpital. Tout le mois d'août à l'hôpital. Et je vais vous avouer un truc, quand je vous parlais des critères d'inclusion et d'exclusion, en fait, cette hospitalisation, elle restera marquée dans les annales et dans ma tête parce qu'en fait, on était encore en processus hein, par rapport à la chimio, par rapport à la thérapie. Et en fait, lors de cette crise-là, pour soulager la douleur, pour ceux qui ne savent pas, on vous donne une pompe à morphine. Morphine, il y a des doses, les médecins, tac, qui vous prescrivent les doses et vous appuyez en fonction de ce qu'on vous donne, de ce qui est prescrit, et voilà. C'est une pompe avec un code. Les infirmières à la recherche, quand la cassette elle est vide. Et moi, je connaissais le code de la morphine. Et on va pas se mentir, le code, à un moment j'ai brillé dans ma tête, j'ai composé le code et je me suis injecté de la morphine. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. Je suis pas fier de ce que je vous dis, attention. Je me suis injecté de la morphine, mais ça engendre rien de bon. Là, mon médecin elle crame. Un jour, mon médecin vient et crame. Elle voit la consommation, elle est ouf. Il y a un problème. Elle dit, monsieur Baraji, t'inquiète. Et là, bêtise. Et là, le fameux scandale, c'est ça. Et là, en réanimation, je suis passé du statut de monsieur Baraji. Il m'a mis sur un piédestal, monsieur Baraji, le mec qui fait jamais de trucs, qui parle, qui souffre en silence, truc. Vas-y, pour l'heure de droguer, nanani, tous les clichés de la trépa. Ils n'ont pas essayé de chercher à comprendre, je parle des soignants, pourquoi j'avais fait ça. Donc bref, grosse histoire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, parmi les critères d'inclusion, en fait, j'étais addict à la codéine, à dafaglon-codéiné. C'est un antalgique, vous connaissez, dafaglon-codéiné. J'ai été addict pendant 16 ans, 17 ans, la moitié de ma vie, à l'époque j'avais 34 ans. On prescrit ça pour soulager les douleurs. Et quand j'étais jeune, à un moment, je sais pas comment j'ai vrillé, je passais de 6 à... Le maximum qu'on peut prendre, c'est 6 comprimés. Donc, j'ai dépassé les doses. Donc, je suis passé à... En gros, je prenais l'équivalent... Dans une boîte, il y en a 16. Je passais à 14 comprimés par jour. Vas-y, on va dire une boîte par jour. Je prenais une boîte de dafaglon par jour. Et là, je parle à tous les drépanocytaires qui m'écoutent. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là et qui n'en parlent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais cette vidéo. Vous voyez, c'est essentiellement pour ça. Et je ferai un live surtout sur ça, sur ce sujet-là,
principalement sur l'addiction à la codéine et aux antalgiques parce que c'est un fléau. Et en fait, c'est pas de notre faute. Jamais on a voulu aller prendre de la codéine et se défoncer avec. Ouais, donc moi, je prenais ça 14 comprimés par jour. C'est une moyenne, hein. Donc il y a des fois c'était moins et des fois c'était plus. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je prenais ça, pourquoi? Ben c'est t'anticipes une fois. La première fois, tu anticipes la douleur. Enfin, les premières fois, tu stone, ça te met dans le gaz. Puis après, ça te fait plus rien, tu en prends parce que tu as peur d'une crise. Ah, vas-y, là, j'ai peur, là, je commence à avoir un petit peu mal. Vas-y, je prends une codéine. Au lieu de les prendre en 6 heures, ah non, vas-y, 5 heures, 4 heures, 3 heures. Et puis après, ça y est, c'est comme la clope. Ton corps, il est addict, il t'en faut, ça y est, c'est fini. Il te faut de la codéine. Donc voilà, c'est pour ça. Et même pendant les hospitalisations, j'en prenais. Hein, et j'en prenais. Et c'est pour ça qu'on est arrivé des doses de morphine à l'hôpital, mais exponentielles. On est arrivé à des 200 mg de morphine, ce qui est énorme. Morphine, kétamine, etc. Donc j'ai pris ça. Le scandale éclate. Mon médecin, pétage de plomb, réanimation. Gros scandale. Il faut changer les codes de toutes les PCA, de toutes les machines qui délivrent de la morphine. Accoutumance, c'est ça, mais on est tellement. Mais ça fait flipper, hein, je vous dis, là, ce que je vous dis, mais c'est un truc de ouf parce que pendant 17 ans, personne ne savait dans ma vie. Personne, j'en avais, en fait, personne, quasiment personne ne savait que j'étais addict parce que je le cachais, parce que ça se voyait même pas. Je prenais mes comprimés, j'avais un truc dans ma poche, toujours là, une bouteille, je me cachais, je le prenais sous ma table, ça faisait on se sait, pour ceux qui sont addicts à la codéine, ils savent. Je prenais la moitié d'un cacheton, je le mettais dans ma bouche, ça gonflait que ça. J'avais pas de gobelet. On fait des trucs de ouf. Mais voilà, addict, le scandale éclate. Là, on me dit, monsieur Baradji, c'est plus possible. Si vous voulez faire la thérapie génique, vous êtes obligé de vous mettre sous méthadone. Vous êtes obligé de vous sevrer. Et ça fait partie des critères d'inclusion. Parce qu'ils ne savaient pas à l'époque, quand on me l'a proposé, comment on allait faire pour me sevrer par rapport à la douleur, nanani, nanana, par rapport à l'accoutumance. Et là, j'avais plus le choix. Mais j'avais essayé de sevrer. Moi, à l'époque, je voulais faire un sevrage de la morphine, j'en avais parlé pendant. À l'époque, c'était en 2007. Donc, pour vous dire, tellement j'avais essayé de faire les choses, j'étais l'un des premiers à dire je suis accro à la morphine, à la codéine. Pas la morphine, je suis accro à la codéine. Faut me sevrer. On avait essayé de faire plein de trucs, mais je reviendrai sur ça plus tard. Donc, j'espère que ce témoignage-là, il va vous permettre à certains drépanocytaires qui sont dans mon cas, qui ont été dans mon cas, de dire ah, je suis pas tout seul, t'es pas tout seul, vas-y, viens, je parle avec toi parce que je suis dans le cas de toi et viens m'aider. Franchement, c'est vraiment pour ça que j'en parle. C'est même pas pour le reste de l'histoire, c'est pour la codéine. Vraiment, si je reviens, c'est pour la codéine. Parce que là, je vois, j'ai parlé pendant 50 minutes, ça passe tellement vite. Je dis, 1 heure, c'est pas assez. La codéine, moi, c'est ça mon sujet. C'est les antalgiques. Il n'y a pas même pas à chipoter que c'est ça. Ça, c'est un fléau. Et là, les médecins, ils ont pris conscience que c'est dangereux. Parce qu'en fait, les antalgiques, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous soulage, mais c'est aussi quelque chose qui nous détruit. C'est destructeur. C'est destructeur. Ouais, c'est destructeur. Il y a fort, t'es obligé de t'accoutumer. Quand tu fais beaucoup de crises, en tout cas, quand tu fais beaucoup, si t'en fais une tous les 107 ans, il n'y a rien. Tu vois, sauf si tu fais beaucoup de crises. Mais quand tu fais des crises à outrance, je vous dis, tous les mois, j'étais à l'hôpital, lundi, janvier, février, mars, avril, décembre. Qu'est-ce qu'il te faut? Le premier symptôme d'une crise, c'est la douleur. La douleur, tu la soignes comment? Par les antalgiques. Et plus tu prends, plus il t'en faut. Logique. Il me dit, monsieur Baradji, vous n'avez plus le choix. Si vous voulez faire guérir, si vous voulez les trucs, méthadone. La méthadone, la méthadone, vous savez, c'est ce qu'on donne aux toxicomanes. Voilà, et ça, c'était le cliché. C'est ce qu'on donne aux toxicomanes pour se sevrer, ou même à des personnes qui sont alcooliques, à des personnes qui sont dépendantes d'une addiction. Et moi, j'avais trop peur. Je ne voulais pas me mettre dedans. Je voulais méthadone, nanani, nanana. Là, vas-y, je sors de l'hôpital. Je dis, il faut que je prévienne que je vais me mettre sous méthadone et il faut que j'annonce à ma famille. Je fais une réunion de famille chez moi, j'invite tous mes frangins. Je leur dis, je suis dépendant à la codéine, enfin, on me propose la thérapie génique. Et j'ai toujours assumé mes responsabilités par rapport au fait d'avoir volé la morphine, j'ai toujours assumé. Oui, c'est moi, monsieur Baradji, c'est pas une infirmière qui m'a donné le code, c'est une confiance et un jour j'ai vu le code et ben voilà, j'ai craqué. Mais demandez-vous pourquoi j'ai craqué, pourquoi monsieur Baradji a craqué à ce moment-là. C'est pas je suis addict, je kiffe la morphine et j'étais sonne. Parce que quand tu voles, quand tu t'injectes de la morphine, déjà tu as peur que l'infirmière elle rentre, donc déjà tu stresses, tu te mets de la pression. Donc en fait ça t'apporte rien, tu kiffes même pas parce que tu as peur que l'infirmière elle arrive ou qu'un médecin arrive et qu'on te crame avec ça. Hein?
Donc voilà. Donc en fait, il n'y a rien à gagner là-dedans à voler. Je parle à certains qui sont dans mon cas, qui connaissent les codes ou qui ont les clés des PCA. Parce que ça aussi, je l'avais une fois à l'époque. Je ne l'ai pas volée. Elle était sur la boîte, mais je ne l'ai pas rendue non plus. Elle était sur la boîte. Je l'ai pris, je l'ai gardée. Voilà, je ne l'ai pas rendue à l'infirmière. Donc voilà, ça sert à rien. Parce que tu stresses, parce que tu as peur que l'infirmière elle rentre. Tu t'injectes le truc, mais ton cœur est pas. Donc tu sens même pas l'effet au final. Donc oublie ça, ça peut-être. Et j'essayais de me sevrer tout seul de la codéine chez moi. Mon grand frère, il a discuté avec moi parce que mon ex, elle lui avait parlé à Dieu, il en prend trop et tout. Nanana. Bref, ça avait fait des histoires. Tout seul, on n'y arrivera pas. Faut se faire aider. Donc voilà, gros scandale. Je préviens mes frères, je leur dis, je suis addict depuis 16 ans, ça va pas. Et la première chose qu'ils me disent, c'est pourquoi tu nous en as pas parlé avant. Et là, j'ai pas de réponse. Je suis comme un con. Parce que j'ai eu peur que parce que j'ai eu peur de votre regard. J'ai dit, mais on était frangins, on est ta famille. Ils m'ont dit, tu nous aurais dit, on t'aurait soutenu. Et là, je dis, ah ouais, si moi, ma famille, mes frangins me disent ça, je dis, pourquoi moi j'aurais eu peur du regard de mes potes, de mes sociétés, mais c'est là, ils m'auraient soutenu. Donc j'ai perdu tout ce temps pour rien. Et là, ça m'a fait quoi, je dis, punaise. Et en fait, je vais vous dire, on me dit d'écrire un livre. J'écris depuis plus de 15 ans et j'écris par intermittence. Et j'ai jamais écrit. Et je m'étais dit, le jour où je sors un livre, c'est le jour où j'aurais écrit dans ce livre-là que je suis addict à la morphine, à la codéine. Et pendant toutes ces années, j'ai jamais écrit. Le jour où il y a eu le scandale, le jour où je savais que j'allais être cette méthadone, ce jour-là, j'ai écrit dans mon journal, je suis addict à la codéine. Et j'ai, là, ça y est. Maintenant, une fois que j'ai été sincère envers moi-même et que j'ai été sincère envers ça, potentiellement, si je veux écrire, vas-y. Parce que quand tu décides d'écrire, il faut tout sortir. Il ne faut pas juste dire les belles choses et cacher. Non, je suis addict. 15 janvier 2020. 15 novembre 2020. Dernier jour où je prends 20 heures. Dernier jour où je prends mes 2 derniers d'Afaghan codéine. On est le 27 janvier, j'en ai plus pris un. J'ai calculé combien de comprimés ça faisait par jour, par mois, par semaine, par an. Recalculer, hein. J'étais arrivé à des 4 sur 16 ans, ça faisait 80 000 comprimés. Mais 4, c'est un délire. 80 000 comprimés, 5 000 comprimés par mois, J'ai dit, c'est trop. J'allais voir mon pharmacien, mon dealer. Dealer Guillemère. C'est lui qui me donnait. Parce que bien sûr, la prescription, quand on me donnait, j'avais au maximum droit à 11 boîtes. Mais je l'ai torché vite, en 11 jours, on va dire. Mais le reste, je me débrouille comment. J'allais le voir, je le payais. Je prenais 10 boîtes. 27,40 €. Parce que c'est 2,74 € la boîte. Lui, il m'a pas aidé dans mon addiction. Il m'a pas aidé. 27, toutes les 2 semaines, ou des fois j'y allais 2 fois. Des fois, il me voyait lundi, il me voyait mardi encore. Je prenais 10 boîtes, 11 boîtes, 12. Là, dès que j'ai arrêté, j'ai fait une semaine. Le sevrage, je l'ai fait chez mon frère. J'ai été chez lui. Je l'ai fait chez lui, le sevrage. Parce que voilà, il fallait que je sois soutenu. Et maintenant, sachez bien, tous les vendredis, chaque 2 semaines, je mets 27,40 € dans une boîte. Voilà. Je l'ai appelée la boîte à def. Pas la boîte à défonce, la boîte à def d'Afaghan, codéine, etc. La boîte à def. Et bizarrement, ce vendredi-là, c'est le jour où je dois mettre 27,40 €. À 20 h, toujours, ça sonne, j'ai une alarme toutes les 2 semaines. Donc, depuis 2 ans et demi, je suis sous méthadone, mais j'ai plus pris un comprimé de d'Afaghan codéine. Ça y est, il n'y a plus de tube dans mes poches. Je suis plus là à dire, j'ai été chez la boulangerie, là, j'ai pas pris mon truc. Fini. Je vais au cinéma ou j'arrive à un point A, je prends mon médoc, j'arrive à un point B, je le reprends. Finito. Next. Donc, vas-y. Ça, c'est passé. Mes frangins sont au courant. Je commence à annoncer la thérapie génique à mes amis, à certains proches. Novembre, je rentre à l'hôpital. On prélève les cellules souches. Je passe plusieurs jours à l'hôpital. On prélève les cellules souches, ça passe en laboratoire. 11 janvier 2021, je rentre à l'hôpital pour la thérapie génique. Ma mère, elle était encore au bled, pardon. Je reviens. Elle est rentrée le 10 janvier 2021, la veille de mon entrée à l'hôpital. On a toujours besoin d'une mère. Il fallait qu'elle soit là. Et j'attendais avec impatience. Et elle vient. Maman, je vais guérir de la maladie. Espoir de ouf.
pour les mamans, vous savez, quand on vous dit votre fils il va guérir ou ton fils il va guérir, c'est dans sa tête c'est le feu. Nous on a la foi, on sait c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Donc vas-y, ça y est, c'est ton heure, elle est arrivée après tout ce que tu as traversé mon fils. On tire une croix. Je rentre 11 janvier. Chimiothérapie. C'est pas des lol, il y en a, ils m'ont vu dans des états, vous savez pas. 4000. Chimiothérapie. La chimio, c'est une bombe à retardement, faut pas croire. C'est une bombe. En fait, il se passe rien. Juste au bout d'un. Il y a un produit qui s'écoule pendant plusieurs jours. Il se passe rien. Il se passe rien pendant 3 semaines, il se passe rien. Sauf qu'en fait, vous êtes une bombe à retardement. Moi, quand j'ai vu le précédent greffé, j'étais là en mode. Quand il m'a parlé des effets secondaires, en fait, j'avais pris ça à la légère. Quand on m'a parlé, ouais, la thérapie, ouais, tu vois, la chimio, crâne rasé, des boutons, nanani, la mucite, c'est les muqueuses, en fait, qui sont détruites. Parce qu'en fait, quand on fait la chimio, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on détruit toutes vos cellules. Vous êtes sans défense immunitaire. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes dans une chambre stérile. Vous êtes dans une chambre stérile. Vous êtes protégé. En plus, à l'époque, il y avait le Covid, donc il y avait un masque. Et j'ai été enfermé 48 jours. J'avais droit qu'à 2 visites par jour. J'ai 11 frères et sœurs et des amis. Donc, vous vous racontez pas, j'ai fait un planning. Toi, tu viens tel jour, l'autre, tu viens tel jour, l'autre, tu viens tel jour. C'était la folie. 18, donc, on me fait la chimio. Il se passe pendant 4 jours, on vous injecte un produit, il se passe rien. Il m'avait dit, ça va être chaud la chimio, c'est pire qu'une crise, tu vas vraiment sombrer. J'ai dit, vas-y, tranquille, vas-y, madame, je suis là, j'ai vécu pire, tac, tac, tac. Doigt dans le nez. Oh Dieu. La mucite, la chimio, c'est pas des blagues. Je referai un live, je vous montre les vidéos, les photos, c'est Là, j'ai sombré. Mon âme, il a sombré. J'étais loin. C'est pas des blagues. Déjà, vous n'avez même pas de brosse à dents. Vous devez acheter une brosse à dents souple parce que vous ne pouvez pas vous brosser les dents au cas où vous saignez du nez. Des dents, pardon. Au cas où vous saignez des dents. Une brosse à dents qui brosse rien. Autant même pas de brosser les dents. Vous êtes dans une chambre stérile. Pour faire vos besoins, vous êtes dans une chaise, il y a un trou. Donc voilà, bim, vous êtes dans une chambre. Voilà. Pendant 48 jours, j'ai pas vu le jour. Je suis pas sorti de la chambre. Et cette période où la période d'aplasie, c'est-à-dire que vous n'avez pas de défense immunitaire, c'est la pire. C'est la pire. Mais quand j'ai la pire, j'avais des boutons, j'étais devenu black, aussi black. Ma veste là, black et dégueu, j'avais des boutons, j'étais Kinder Country là, des boutons, j'ai la muqueuse là, je pouvais plus, la déglutition, oh là là. La drépano qui me suit là, on a vécu ça à quelques jours d'intervalle. La mucite, impossible de déglutir. On m'a nourri par sonde pendant tout ce temps-là. En plus, pardon, il est plus de 9 heures, donc ceux qui restent, bienvenue. En plus, j'avais droit à un régime alimentaire. Oh là là, la bouffe de l'hôpital. Dégueulasse. Donc, mais tous les jours, je faisais des vidéos, je me filmais, je parlais, je racontais les épisodes, etc. Et je dis, punaise, c'est un truc de fou. Mais vas-y, madame, tu sais pour qui, pourquoi tu fais ça? Pour qui, pourquoi? Pour mon père, pour la guérison. Et j'y allais. Et on m'a vu, et les douleurs, oh punaise, catastrophique. Donc, je suis sorti au mois de février. J'accélère. Je sors au mois de février. On m'avait dit que on saurait si la greffe a fonctionné au bout de 6 mois, je crois. Je sors de l'hôpital au mois de février. Mi-février, je fais ma première prise de sang, M1. Je sors de l'hôpital. Je rentre chez moi. J'annonce à mes amis, je fais une vidéo. J'ai emmerdé la tripa, j'étais reçu, ça y est, des feux, des 1, 2, 3 là, ça y est, je me suis enjaillé, ça m'a mis KO, j'étais cuit, je transpirais, je dégoulinais, j'étais cuit, j'ai emmerdé la tripa, ça y est, c'est fini, nanani, voilà, fuck la tripa, next, new life, je t'emmerde, vas-y, espoir d'eau, je me suis enjaillé. Ça m'a mis KO, j'ai fini sur le canapé, j'ai dormi pendant 24 heures. Ah, laisse tomber. Mi-février, M1, un mois après,
Euh, on regarde les prises de sang, un équerre. Ah, c'est bon, la greffe, elle commence à prendre. Les globules, elles se sont mélangées. Ça commence à aller. Ah, ça y est. Ça commence là. On est bien. On est bien, on se frotte les mains. New life. Le divorce est bientôt prononcé. Dieu merci. Et pendant ce temps-là, je commençais à avoir des douleurs abdominales. Et ça a commencé quand je suis rentré, mais je m'étais dit, parce qu'un mois avant que je rentre à l'hôpital en janvier, tout décembre, j'ai mangé comme un porc. J'ai mangé gras, aucun légume, que des féculents, que de la merde, que du fast-food. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir ces douleurs abdominales, je me suis dit, vas-y, c'est à cause des greffes, c'est à cause des quicks, etc. Et même pendant la greffe, je m'étais dit ça, c'est à cause des greffes, c'est à cause de la greffe, j'ai mal au ventre, etc. Donc au début, je calculais pas, c'était des douleurs, on m'a dit c'est la flore intestinale, le temps qu'elle se remette, etc. Ne vous inquiétez pas, monsieur Baradji, il faut attendre juillet, ça va se calmer, etc. etc. Je dis ok, je laisse passer. Prise de sang au mois de mars. Prise de sang au mois de mars. On est à M2. Je la fais 14 mars, un truc comme ça. J'ai les notes là, mais je les regarde pas. Là, c'est dans la tête. Donc les 4 pages là, mon prompteur artificiel là, c'est tout, ouais, foutaise. Je fais la prise de sang M2 et je leur dis, j'ai mal au ventre, c'est bizarre. Veille des 2 ans du décès de mon père, 18 mars, 15h34. Mon médecin de la greffe m'appelle. Bonjour, monsieur Baradji, oui, comment allez-vous? Ouais, ça va, je vais bien et tout. Monsieur Baradji, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre corps est en train d'attaquer les nouvelles cellules. Pardon? Votre corps est en train de rejeter la greffe. Bah, I'm dead. Oh, Dieu. Ce jour-là, je suis resté dans mon canapé là. Plus aucun mot. Plus aucun mot. Le désespoir, ça tue. Je vous jure, le désespoir, ça tue. Vous rêvez toute votre vie, on vous dit. Non, jamais tu dis, je vais jamais guérir de la maladie, je vais jamais guérir. On vous annonce ça. C'est vraiment pas. C'est un truc de ouf. Désespoir, ça tue. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, ça peut. Non. Je dis, Dieu, là, ça peut pas être ça. C'est pas possible. Je dis, si tu m'as mis cette épreuve-là, que je supporte ça, c'est pas pour me mettre 6 pieds sous terre. Et c'est pour ça que le désespoir, ça tue. Il me reste quoi? Là, vous avez un espoir de guérison. J'ai un espoir de guérison. Désespoir. Et je dis, c'est un truc de ouf. C'est pas possible. Mais j'ai même pas le temps d'assimiler ça. Et puis en plus, il y a l'annonce qu'il faut faire aux amis. Il y a l'annonce à ma mère. Comment je peux leur annoncer? Ça marche pas. Là, je dis, mais c'est un truc de ouf. Comment je peux vous annoncer? Ça marche pas. La greffe à la foire et tout ce que j'ai fait. Et là, je dis, la stérilité. Je dis, mais j'ai fait tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pour être stérile au final. Je sais même pas si je vais avoir des gosses. J'en ai pas. J'ai pas de femme. Je sais pas si je vais avoir. J'ai fait, mais pourquoi tout ça pour ça? Et là, mais je vous dis, j'ai pleuré, mais pleuré. Je dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? Je dis, où est-ce que je suis? Pas le temps de cogiter à ça. Douleur abdominale. Le temps il passe. Le lendemain décès de mon père. En plus, la veille de son anniversaire. Décès. Je dis, ouais, c'est un truc de ouf. Le temps il passe. On est au mois d'avril. Au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Au mois de 13 avril, j'ai la prise de sang pour les 3 mois. On attend pour être sûr que ce soit le cas. Mais l'infirmière, elle avait vraiment... le médecin, elle avait vraiment 0 chance. Hein. C'était vraiment, si ça allait bouffer, ça avait bouffé la moitié des cellules. Ça allait pas remonter comme ça. Si c'était 8, c'est que ça allait continuer à descendre. J'étais à 5%, ça avait bouffé, il restait 2,5%. Donc voilà. Il restait 2,5 et ça allait tout bouffer. Et là, j'étais chez moi.
Tout ce temps. J'ai rien dit à personne. Personne. J'en ai parlé à personne. J'ai attendu d'être sûr au 3e mois qu'il ne restait plus rien. Ma mère, personne. Mes amis, personne. Je suis resté à la baraque. Tout ce temps. Personne. Et j'avais les douleurs abdominales. J'ai mal au ventre et tout. Et peu importe ce que je mangeais, j'avais mal. Mais une douleur, mais horrible. 13 avril, je rentre à l'hôpital, on me fait la prise de sang et je leur dis, hey, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Je dis, hey, il y a un truc qui va pas. On me dit la flore intestinale. Je dis, non, non, c'est pas la flore intestinale. J'avais mal côté gauche. J'ai y a un truc qui va pas. Ok. Ils me font la prise de sang, ils m'hospitalisent, je suis à Necker. Necker. Donc, je vous dis, j'ai même pas encore la greffe. Hein. J'ai même pas encore vraiment la greffe. Écoutez bien l'histoire. La dinguerie. Même Spielberg, il n'a pas pu écrire un film comme ça. Un scénario impossible. Je suis transféré à Mondor. Mondor, je suis plus 6e étage. Bref, on s'en fout. Douleur. Donc, 13 avril, hein, à peu près par là. Je suis hospitalisé. Écoutez bien, j'ai fait 73 jours à l'hôpital. 73 jours de douleur au ventre. On n'avait aucune explication. Mais quand je vous... vous avez... Là, vraiment, là, je rigole, je souris. Les femmes, je vous ai compris. Pourquoi une semaine par mois, vous nous faites chier avec vos douleurs de menstrues, là? Je vous ai compris. Vraiment, je vous ai compris. Quand vous avez mal au ventre, quand tu as mal au ventre, que tu es plié en deux, que tu peux plus rien faire, c'est là. Mais c'est un délire. Ouais, c'est un délire. Vraiment, là, je vous soutiens. Je vais arrêter de... Quand vous serez aigri, je vous comprends, on se sait. Cette douleur-là que vous avez, ça tord, ça serre, ça nanani, ça. Tu prends ce patient, il n'y a rien qui soulage. 73 jours à l'hôpital. On porte en Belgique, nanani, nanana, monsieur Barret, on ne sait pas. Vas-y, c'est une crise comme une autre. 73 jours. Avril, mai. 73 jours, on ne sait pas ce que j'ai. Entre-temps, échec de la greffe. Officielle. C'est cuit. La greffe, elle n'a pas marché. Next. Vas-y, ok. Mais ça, c'était même pas encore dans ma tête que j'étais déjà encore dans un autre combat sans le savoir. Douleur de ouf. Je sors de l'hôpital. Juin, je sors de l'hôpital. Mi-juin, fin juin. Bref, quelque part par là. Je sors de l'hôpital. Encore mal, mais de plus en plus de douleur, de plus en plus fort. Au mois de juillet, je devais faire un IRM hépatique pour savoir ce qu'il y a dans le foie. Et ce jour-là, j'avais une visite avec l'association Humanité. Il devait y avoir Kader Bueno qui devait faire un spectacle en pédiatrie. Voilà pourquoi je me rappelle, c'était un lundi. Pourquoi je me rappelle le jour précisément. Je vais à l'IRM. Et en fait, depuis le décès de mon père, les IRM, je les supporte plus parce qu'on est dans un espace clos. Et ça me fait penser au cercueil. Donc du coup, et j'y vais. Je suis tout droit comme un tac. Et en fait, le fait d'être tout droit, ça me fait archi mal au ventre. Je suis archi douloureux. Je les appelle au bout de 5 minutes, ça va pas et tout. J'avais trop mal. On recommence, on finit l'IRM. Je remonte au service. J'étais en sueur. J'étais plié en deux. Quand je vous dis, j'étais plié en deux. Comme ça, bas. Comme ça, je suis monté. J'étais au moins 2, je suis monté au service pédiatrique. Je suis monté au service drépano. J'étais plié en deux. Je rentre dans le service consultation. Ils me disent, monsieur Demba, qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai dit, j'ai mal au ventre. Et là, je pleurais. J'ai pleuré, je leur ai... L'infirmière, si elle est là et qui regarde la vidéo, elle va se rappeler de ce jour-là. Je lui dis, je sais pas ce que j'ai. Mais je pleure en disant, je dis, je sais pas ce que j'ai. Je veux mourir. Je leur ai dit, je veux mourir. Tellement j'avais mal, mais mal d'une douleur. Mais même à ton pied, tu ne souhaites pas ça. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et le docteur, il m'a vu, il a dit, monsieur Baradi, vous avez mal tous les jours comme ça? Je lui dis, je suis tous les jours chez moi comme ça, pliant. Il me dit, on ne sait pas, on va essayer de découvrir ce que vous avez. Et pour la première hospitalisation, il m'avait fait avaler des capsules caméra pour aller voir ce qui se passait. Mais il ne se passait rien. Et en fait, le seul moyen de savoir ce que j'avais, c'était d'aller faire une incision, de biopsier au niveau de l'intestin. Parce qu'apparemment, ils avaient vu une inflammation de l'intestin, mais ils ne savaient pas à quoi c'était dû. Donc voilà, on me dit ça.
Donc là, je fais les 73. Je retourne, je suis encore à l'hôpital. On m'hospitalise. Cette fois, là, ils prennent le sujet au sérieux. Je suis en réa. Monte au service de réanimation. On borde de médocs, de médocs, de médocs. Là, écoutez bien, on arrive à des doses de médicaments, mais jamais ils ont donné ça à quelqu'un. Jamais. Mais c'était à base de 2500 mg de morphine, de kétamine, de tous ces médicaments-là, mais qui m'ont servi à rien. Rien. Je leur dis, j'avais tellement mal, on me disait, monsieur, bah, les secondes, c'était des heures. Des heures. Mais quand tous les jours vous souffrez, une crise, on sait que ça va passer. Mais là, cette douleur au ventre, on ne sait pas. On ne savait pas ce que j'avais. On me disait, monsieur Barrage, on ne sait pas ce que vous avez. Et là, je leur ai dit, je veux mourir. Je leur ai dit, je suis prêt là. J'avais fait mon testament avant. Je leur ai dit, je suis prêt. Je lui ai dit, je veux mourir. J'ai foutu mon coma artificiel. Réveillez-moi quand vous savez, quand vous saurez ce que j'ai. Monsieur Baradi, patientez, on ne peut pas vous mettre en coma artificiel parce que faut vous intuber, parce que vous pouvez avoir des infections. J'ai patienté. Comment ça patienter? T'as mal, on dit patienter de quoi? Je suis en PLS, je suis en souffrance. Vous me dites patienter de quoi? Je patiente pas. Douleur, le temps, il passait pas. Ils ont contacté des spécialistes, des ceci, des... Mais c'était... Mais mais quand je vous dis la catastrophe, mais c'était un truc... Ils ne savaient pas ce que j'avais. Et pensant bourré de médocs. Même la kétamine, pour ceux qui savent, la kétamine, c'est un psychotrope. C'est un anesthésiant pour cheval, pour chevaux. On donne ça à des chevaux pour les anesthésier. Donc imaginez, à moi, 60 kilos à l'époque, là, parce que j'avais fondu, 60 kilos à l'époque, on vous injecte ça tous les jours. Tous les jours. Ouais, 2500, tous les jours. Donc, tu fais la conversion en litres, en millilitres, tu vas me dire combien ça fait. C'est des chiffres, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des doses, c'est l'équivalent d'une bouteille qu'on m'a fait. Vous voyez ça à la ceinture? On me donnait ça tous les jours en morphine, en kétamine. Et j'avais des conversations comme là, je suis en train de parler avec vous là. J'étais lucide, ça ne me faisait plus rien. Mes récepteurs au niveau de mon cerveau, ils étaient full. Finalement, j'ai fait fly les examens. Douleur, on ne sait pas pourquoi. Je leur ai dit, j'étais prêt, moi, je vous jure, j'étais prêt. Je leur ai dit, hey, je veux mourir. J'étais prêt, hein, je vous jure, croyez-moi, j'étais prêt. Je voulais. Je veux rejoindre mon père. Je leur dis, je veux rejoindre mon père, je veux mourir aujourd'hui, là. Je ne sais même pas comment j'ai eu cette raison, comment j'ai fait pour survivre. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je ne sais même pas. Bref. Finalement, ils font la biopsie. Et moi, j'ai déjà une opération. Donc, normalement, la biopsie, on vous fait une celluloscopie. Sauf que là, vu que j'étais déjà ouvert, ils ont ouvert une fois. Ils ont prélevé au niveau de l'intestin. Ils ont prélevé au niveau de l'intestin, il y avait de l'inflammation. Là, écoutez-moi bien. On est juillet, enfin début août. Un interne que je connais ni d'Adam, ni d'Ève, il se pointe dans ma chambre. Il vient, il me sort. Ah, c'est vous, monsieur Baragi? Il me dit, ah, écoutez bien. Il me dit, ah, c'est vous qui avez une tumeur? Il me sort ça. Et il se bat. Ah, c'est vous qui avez une tumeur avec l'intestin? Et il se bat. Je suis resté comme ça. Il vient bien dire tumeur. Tumeur égale cancer. Moi, j'ai un cancer. C'est quoi cette dinguerie? J'ai dit, c'est quoi cette dinguerie? J'ai dit, wesh, c'est quoi cette dinguerie? On me sort, 34 ans, t'as la drépa, l'échec de la greffe, mais en plus t'as un cancer. Je vous dis, Spielberg, il n'aurait pas pu écrire ça. Mais la violence, il me sort ça, c'est pas quelqu'un qui me suivait, hein. Il me suivait même pas, c'était interne. Les médecins qui s'occupent de moi, ils viennent, ils me disent, monsieur Baradji, on vous a découvert une tumeur de l'intestin, c'est bon, c'est une tumeur bas grade, le grade il est bas en fait. Vous n'allez pas en mourir, on ne savait pas que c'était ça, parce qu'en fait, normalement, cette tumeur-là, elle n'est pas censée provoquer de douleur. Sauf que vous, on ne sait pas pourquoi ça en a provoqué. Ils étaient en contact avec tous les hôpitaux, divers hôpitaux qui s'occupent du type digestif. Tumeur. Ok, là la question elle se pose, traitement, soit on traite, soit on opère. Discussion avec
différents médecins, chirurgiens, oncologues, nanani, nanana. 30 août, 31 août, on m'opère. On me retire 70 cm d'intestin. 70 cm. 70 cm. On m'a retiré 70 cm d'intestin. Je dis, ça y est, on a enfin découvert ce que vous avez. Ok. On m'opère. Je sors du bloc opératoire. La première. Et en fait, même bien avant ça, quand on m'a fait la biopsie, on m'a dit, mais quand on va vous biopsier, il se peut que, vu ce qu'on va retirer, il se peut qu'on vous pose une stomie. Une stomie, c'est un anus artificiel, parce qu'en fait, du coup, on ne sait pas la réelle, comment elle est la tumeur. Donc on me dit, il se peut que j'ai une poche artificielle et que j'ai ça, et que je dois en gros me vider pendant 6 à 8 semaines. Quand on m'a fait la biopsie, la première chose que j'ai regardé, c'est mon ventre, c'est que j'ai regardé si j'avais pas ça. Même si ça allait pas durer. Je dis, c'est un délire. Dieu merci, on me fait l'opération. Je me réveille archi mal. Archi douleur. Vous savez, vous êtes quand vous êtes opéré, vous êtes sur une table en bois. Hein. Comme sur une table en bois, tac. J'appelle mon frère, je dis, appelle ma mère, dis-lui de venir. J'avais archi mal, il fallait que quelqu'un me masse, quelqu'un me retourne, quelqu'un me truc. Ma mère, elle vient. Elle me masse, elle essaie de me tourner. En plus, je venais juste de sortir du bloc. Donc, grosse douleur. Elle me tourne, elle me masse, elle essaie d'un côté, elle me met de l'autre. Je lui ai fait faire la misère ce jour-là, la pauvre. Franchement, nos mères là, les mères, vous êtes des warriors. L'infirmière du soir était toute seule. Et je jure, les douleurs, j'étais pas bien. Là, il y a le médecin garde, il prend le relais, il me fait une titration. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il m'administre des antalgiques. Il me bombarde de morphine, il me bombarde de kétamine, il me bombarde de Valium, il me bombarde de tous les antalgiques possibles. Tous les antalgiques possibles. Ça fait pas d'effet. J'ai mal, je suis là, je pleure, j'ai mal. Douleur de ouf. Et à un moment, ça commence à s'apaiser. Je commence à sentir que je vais bien. Je me suis dit, le mec, il est resté 2 heures, 1 heure avec moi, une demi-heure avec moi. J'apprends le lendemain, il est resté 2h30 à me faire une titration. Et les médecins et les infirmières, le lendemain, elles étaient choquées de la quantité de ce qu'il m'a administré. Ils m'ont dit, mais jamais on a administré ça à un patient. Je ne suis même pas fière de dire ça parce que, c'est-à-dire, mais jusqu'où ma douleur, elle a été pour qu'on puisse m'administrer autant d'antalgiques possible. Jusqu'où? C'est un truc de ouf. Je ne suis même pas fière hein, d'être le premier avec ton âge. Il n'y a rien, ouais, je rentre dans le Guinness, je suis là ma vie. C'est-à-dire, mais jusqu'où? Qu'est-ce qu'il me faut pour me soulager? C'est-à-dire, il faut aller loin. Le mec, il est resté 2 heures avec 2h30 avec moi, debout à me foutre des médocs dans la tronche pour me soulager. Oh là, là l'opération, elle se passe. Ils se disent maintenant, j'ai encore mal, comment on fait pour me sevrer quand on l'a retiré 70 cm, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? La solution pour que mes récepteurs se calment, c'était soit me mettre au coma artificiel, soit mettre une péridurale. Et comme artificiel, c'est-à-dire me mettre au repos et me réveiller quelques jours après. Allez dire ça à votre mère déjà. Allez dire, déjà même vous, et allez dire ça à votre mère. Et à vos frangins. Peut-être comme artificiel, c'est-à-dire t'es même pas sûr que tu te réveilles. On t'endort mais t'es même pas sûr de te réveiller. Même s'ils savent ce qu'ils font. Hop, la décision est prise, péridurale. Péridurale, moi quand on m'a sorti ça une fois, je dis mais ça c'est pour les femmes, c'est quand elles accouchent et tout. Mais je comprends pourquoi vous prenez ça les femmes. On m'a mis ça 1 heure avant qu'on me mette ça, j'étais en PLS. J'étais en souffrance. On m'a mis la péridurale dans le dos là. 1 heure après, 0 douleur. Là, vous imaginez, j'ai passé plus d'1 mois et demi. Quand je leur dis j'ai tout le temps mal à 10. Là, je leur dis 0. Ils étaient tous choqués. Mais ils étaient, ah ça y est, oh là là, Dieu. Ce jour-là, on était tous ouf. Comme des dingues. Plus de douleur, plus mal au ventre. C'était un... Là, vas-y, mais qu'est-ce qu'on fait? On me sevre. Dia, il ne faut pas perdre de temps, vu qu'il a plus mal, il faut le sevrer de tous les antalgiques. Donc ils m'ont sevré. Ils m'ont sevré des antalgiques. Maintenant, ils m'ont sevré, les jours passent, ça va mieux. Dieu merci à la fois la famille et les amis. Et sans ça, je ne serais même pas là. Je vous dis, là, les amis, ils ont été mais d'une présence. Ils savent, mais franchement, et pour vous dire la foi, mais j'en voulais à Dieu. Pendant la période où j'étais là au mois de juin, j'étais en colère. Et pendant 2021, le ramadan, j'ai même pas prié. Je faisais pas la prière, je faisais rien. Tellement j'étais énervé, j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, mais ça, c'est de l'injustice. Alors que Dieu, il est juste.
Vous voyez? Mais tellement, je dis, mais comment tu peux me faire subir tout ça? Comment c'est possible à moi? Et à mes amis, je leur dis, mais c'est trop cette épreuve pour moi, c'est trop pour mes épaules, c'est trop pour un humain ce que j'ai vécu, mais c'est trop. C'est trop, je disais ça, c'est trop pour moi, c'est trop. Et j'étais en colère, mais j'avais une colère, j'avais toujours la foi, mais j'étais en colère. Je dis, mais pourquoi tu m'as tendu ça? L'espoir, après désespoir, après cancer. Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Que j'ai mérité? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé? Qu'est-ce que j'ai fait qui mérite de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, vraiment, c'est un truc de fou. Je sors 22 septembre, jour de l'indépendance du Mali. Je sors de l'hôpital. Maintenant, je sors de l'hôpital. On souffle un peu, je sors. Après tous ces épisodes, toujours dans les douleurs, suivi hôpital, nanani, nanana. Vas-y, je suis à la maison, je préviens maintenant, il faut prévenir tout son entourage. Échec de la greffe, cancer, nanani, nanana. Échec, cancer, blablabla, échec, cancer. Arrêt, maladie incalculable. J'ai même pas travaillé, j'ai repris que juin 2020. Maintenant, janvier, je vous fais une vidéo où je dis je reviens sur la DREPA, nanani, nanana. Mais en fait, février, dépression. Février, je commence à avoir le contre-coup et je réalise tout ce qui s'est passé. Et là, je me refais le film. Espoir de guérison, désespoir, cancer, tout ça en 9 mois. Sur les 9 mois de l'année, j'ai passé 6 mois à l'hôpital. Je vous dis, j'ai sombré en dépression. Et là, stérilité. T'es solo, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as pas de gosse. Mais je dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Mais à quoi je sers? Je sers à rien. Quel trace j'ai laissé? J'ai laissé quoi pour qui? Et là, même parler de la drépano, je voulais même plus en fait. Même vous, je voulais même plus vous voir. Je voulais pas. T'es dans ta merde, dans ta drépano, reste dans ta merde. Vraiment. Ah ouais, rigole. T'es dans ta... J'en ai rien à foutre. J'étais mais tellement en colère contre la vie. Ah, t'es en galère, c'est pas mon problème. Je vous ai tellement donné, c'est bon, fini. C'est pour ça que j'ai fait la pause. Je dis, à force de donner, on s'oublie. Maintenant, je pense à moi. Et c'est pour ça que j'avais quitté. J'ai voilà. Je vous laisse, t'es dans ta merde, reste dans ta... Je m'en fous. Ils ne me parlaient même plus. Et les médecins m'ont dit, quand ils sont revenus vers moi, monsieur, il va falloir reprendre les traitements. J'ai dit, donnez-moi ce que vous voulez, j'en ai rien à secouer. Vous m'aviez promis la guérison, j'ai pas la guérison. Vous pouvez me dire que j'en ai rien. J'attends juste des petits pieds sous terre, le reste, plus de sourire, plus rien, plus de sourire Colgate là. Rien. Son. En plus, j'avais maigri, les cheveux ils sont comme ça, les cheveux ils sont velus, ça c'est à cause de la chimio. Voilà, tête, j'avais la barbe comme ça, là, on aurait dit Wolverine en plus laid, là, plus moche, là. Je me laissais aller, dépression de ouf. Mais vraiment, j'ai sombré. J'ai littéralement sombré. Et vas-y, un jour, tu commences. Et Dieu merci, il y a la famille. En mars, j'ai été au bled, j'ai été au Mali. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai pu voir ma famille. J'ai vu des petits, j'ai commencé à sourire. Et là, je suis revenu. Il y a eu le Mali, après il y a eu le Ramadan. Et ce Ramadan, il est venu à point parce que j'ai pu me remettre dans la religion. J'avais pas arrêté, hein, mais j'ai pu me reconcentrer vu que je travaillais pas, donc j'ai pu aller toujours à la mosquée. J'ai accompagné ma mère à la mosquée, je lisais le Coran, etc. Je lisais des rappels. Et là, j'ai commencé à retrouver de l'espoir. Je dis, ah ouais, si Dieu m'a mis ça sur ma route, c'est pas pour rien. Si j'ai fait la thérapie génique,